Nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Merci aux intervenants et aux intervenantes qui sont là pour parler des filières et plus précisément des personnes à la base de ces filières. Donc, je vous laisserai vous présenter, vous ferez mieux que moi. Juste pour donner quelques éléments de contexte, cette table ronde elle est née évidemment de l'histoire de notre mode est possible avec la semaine des autres modes et de ce partenariat avec Fashion Revolution qui œuvre pour améliorer les conditions des humains et des humaines derrière la filière textile à l'échelle mondiale, mais aussi sur des échelles plus locales. C'est tout l'objet de notre engagement à la paysanne, puisqu'on milite pour que les éleveurs et les éleveuses, notamment, et les personnes impliquées dans la production de matières premières soient reconnues, valorisées, et ne servent pas que d'argument de storytelling à tout un tas de marques qui surfent sur la mode entre guillemets de la laine française. Donc je le dis un peu de but en blanc, mais ça a été un peu notre constat et du coup notre envie aussi de nous associer à HF qu'on suivait pas mal pour faire en sorte de visibiliser ces personnes qui sont à la base des filières, leur proposer de s'approprier et la parole et l'image et de revendiquer finalement de se positionner comme producteurs et productrices et pas seulement comme éleveurs ou éleveuses à travers le slogan I am your role. Donc là on voit sur les murs de ce bel espace de Bercy beaucoup, qu'il y a beaucoup de visages. Alors je trouve ça assez émouvant parce qu'on se rend compte voilà, déjà d'une petite fenêtre de la multitude des personnes, des humains, des humaines et des animaux qui œuvrent. Et donc l'idée de cette table ronde, c'était de pouvoir discuter de comment est-ce qu'on fait filière, comment est-ce qu'on défend et on structure une filière qui soit juste, et qu'est-ce que ça implique pour ces producteurs et productrices à la base. Et à quel moment intervient la traçabilité, qu'est-ce que ça veut dire, et comment on fait filière, que ce soit en tant que marque, que ce soit en tant que producteur ou productrice. Voilà. Donc peut-être, là tu peux ajouter un mot. Ouais, je peux bien. Merci Olivia. Moi j'aimerais présenter quand même une paysanne qui effectivement co-organise l'événement avec nous UAML pour la semaine des autres modes. Effectivement, tu l'as dit, à l'initiative de Fashion Revolution, vous avez pris et mis en avant les éleveurs, les éleveuses et les producteurs finalement de laine avec cette campagne de laine locale. Ça fait quelques années maintenant et on voit ici 50 portraits et il y en a plus. Donc le monde de la laine française, la filière laine française locale existe. Il y a des actrices et des acteurs derrière et c'est bravo, c'est hyper important. Avec Olivia Bertrand qui modère cette table ronde et la fondatrice de l'aide paysanne. Et avec cette structure, elle a quand même réussi à démontrer qu'on peut y arriver. Et franchement, c'est pas évident. Moi-même, j'ai une casquette de producteur de laine à petite échelle en Ile-de-France. On n'y arrive pas. Et voilà, bravo pour cette initiative, bravo de mettre en avant ces personnes-là. Et merci Fashion Rêve France avec Cathy et Fashion Rêve Monde qui permet de mettre en avant les personnes qui travaillent dans l'industrie textile parce qu'on ne les voit pas et que c'est pourtant grâce à elles, c'est eux qu'on a des vêtements sur nous. Merci. Et du coup, j'enchaîne parce que notre table ronde est riche et belle avec beaucoup de casquettes sur les intervenants qui sont présents. Et je vais passer le micro pour que tout le monde puisse se présenter. Marie-Ève, très bien. Donc, Marie-Ève Dindou, je suis la cofondatrice de NME Studio. Donc, je conçois et j'édite des tissus en fibre naturelle. Je travaille la laine française et le lin. Je m'intéresse à la filière chanvre également. En fait, j'ai découvert la laine auprès d'ENAMAC, une association en Creuse qui a vocation à valoriser la laine française. Et effectivement, j'ai rapidement compris qu'il y avait cette problématique, en fait, en tous les cas, au niveau de l'élevage. Et aujourd'hui, le gros travail que je fais, c'est un travail d'éco-design. Donc, en fait, je scrute toute la chaîne de fabrication d'un textile. Et forcément, je m'intéresse à la matière première, et forcément, la question de d'où part la matière est fondamentale.
Bonjour, merci Olivia, merci Lionel pour cette invitation à venir parler au nom de Fashion Revolution, mais pas seulement, parce que je suis aussi autre chose à part mon poste de présidente pour cette ONG qui lutte, comme tu dis, pour les droits humains et les droits animaux aussi, parce qu'avec notre hashtag Who Made My Clothes, mais aussi What's in My Clothes, on parle aussi de toxicité, on parle aussi voilà, donc je vais essayer de me couler dans cette conversation. Moi, je ne suis pas exactement spécialiste de la laine, plutôt du lin et du chanvre, mais je m'intéresse bien sûr à la laine, matière naturelle, locale. Voilà, donc on va avoir une belle table ronde. Bonjour, Martina Planti. Alors tout d'abord, merci Olivia, Lionel, Luabec, bien sûr, pour Fashion Web, pour avoir organisé en fait cette table ronde autour des filières et d'aborder en fait des sujets essentiels qui sont la traçabilité, la transparence, la reconnaissance de tous les acteurs au sein de cette filière et qui contribuent en fait à la valorisation de la fibre depuis la collecte jusqu'au produit semi-fini et fini. Voilà. Juste pour vous présenter Carmer en 2 mots, comme vous l'avez bien compris, c'est d'origine bretonne. Bon, ça a un côté très authentique dans le sens que bon, je suis à moitié entre la Bretagne et la région de France. Mais quand j'ai créé en fait cette marque, je souhaitais vraiment associer la marque Kermer à un ADN et à une mission et à des valeurs engagées dans la protection de la biodiversité, la préservation de la biodiversité dans les océans. Et cela voulait dire qu'il fallait éradiquer en fait dans tous nos choix de sélection de filières, de matières emblématiques d'un territoire, les microparticules plastiques, entre autres, et toute la notion de déchets produits par le textile, et donc cette notion en fait de connexion au vivant. Du coup, nous avons développé en fait un cahier des charges de sélection de filières de matières emblématiques d'un territoire et nous avons collaboré ensemble avec Marie-Ève sur cette sélection de textiles authentifiés par Kermer. Voilà, on pourra vous en dire un peu plus dans un deuxième moment. Voilà, bonjour à tous, Guillaume Mulot. J'ai fondé il y a 3 ans l'entreprise Tissage de Séconie. C'est une entreprise de tissage artisanal qui ne travaille que les fibres naturelles, donc la laine et le lin, et de préférence, lorsque c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible, je travaille des fibres d'origine française, en tout cas systématiquement travailler dans des filatures françaises. Alors j'ai eu la chance dans une vie professionnelle antérieure de travailler beaucoup sur les questions de développement territorial et j'ai aussi la chance d'être enfant d'agriculteur. J'ai grandi à la ferme avec essentiellement des vaches mais quand même quelques moutons. Donc la chance de donner du droit à quelques animaux quand j'étais gamin. Et donc du coup c'est vrai que la laine ça reste quand même ma fibre de cœur. Et je crois qu'effectivement il y a une vraie question aujourd'hui sur non pas comment on fait filière au singulier, mais comment on va faire filière avec un S. Je crois que l'enjeu de valoriser aussi le travail de nos agriculteurs qui produisent ces matières premières, c'est aussi que chacun trouve sa place, je pense, dans des écosystèmes qui sont très variés, des écosystèmes de production et de consommation qui sont très variés. Et il faut qu'on arrive à garder, je crois, tous ensemble, cette envie de s'écouter, même si des fois on n'est pas forcément d'accord, on n'a pas forcément la même vision du territoire ou des filières. Je crois que c'est ça qui nous permettra d'avancer et de faire que le travail de chacun, à son échelle, dans la filière, soit reconnu. C'est vrai que moi j'interviens tout à la fin, juste après moi il y a le consommateur, donc je suis un petit peu loin du producteur parfois, même si je connais quand même assez bien ses préoccupations, parce que finalement,
la filière laine ou la filière lin, elle n'est pas forcément différente des filières agroalimentaires classiques. On est quand même sur une problématique assez typique du secteur agricole en lien avec le territoire. Bonjour, moi c'est Delphine de la Belle Empreinte. À la Belle Empreinte, on aide des marques et des fabricants à mesurer, améliorer et communiquer en autonomie progressivement leur empreinte écologique et sociale. Et on a des parcours pédagogiques pour ça, une plateforme de mesure d'impact. Et on a eu la chance de rencontrer Olivia, qui s'est fait découvrir le sujet de la laine française, qui travaille avec d'autres acteurs ensuite qui utilisent du coup, la laine française. Et on trouve que c'est un super beau modèle pour se projeter vers un avenir de mode responsable, parce que ça permet de créer du lien et un lien de gratitude entre des fabricants, des agriculteurs et les utilisateurs, d'avoir une vraie traçabilité. Et d'un point de vue environnemental, c'est aussi une solution super intéressante, parce qu'on utilise des matières qui sont déjà disponibles, on évite de créer un impact supplémentaire pour leur production. Donc, une solution d'avenir, du passé et de l'avenir. Merci pour cette présentation assez complète. Peut-être on découvrira vos activités un peu au fur et à mesure de vos réponses. Donc, je vais vous poser une première question qui met directement les pieds dans le plat. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Donc aujourd'hui, beaucoup de marques revendiquent une traçabilité dans leur chaîne de valeur. Mais quelle place occupent, selon vous, les producteurs et productrices de fibres naturelles, notamment de laine, mais on peut faire des parallèles avec les autres fibres naturelles, dans cette visibilité? Est-ce que ça vous parle? Parce qu'on entend parler de traçabilité, voilà, c'est devenu un peu un mot valise, mais finalement, les producteurs et productrices de fibres naturelles, voilà, notamment la laine, à votre avis, quelle place ils occupent vraiment, quelle visibilité ils ont vraiment aujourd'hui dans les filières? Alors c'est une vaste question. Ça dépend énormément du territoire sur lequel ils sont. Parce qu'évidemment, si on parle de laine locale, eh ben, on va les connaître. Pour le lin européen qui est produit en France, la France est le premier producteur mondial. Donc voilà, on les connaît aussi. Maintenant, quand on parle de coton bio, c'est disséminé dans le monde entier. Le coton conventionnel aussi, c'est pareil. Et la traçabilité, eh bien, elle est à 7-8 ans, très très loin, avec du travail forcé, de l'esclavage, du travail d'enfants, etc. Donc moi je pense que ce rang numéro 5 ou 6, ou peut-être 7, c'est vraiment dans la chaîne de valeur, c'est vraiment le premier point noir de la traçabilité. Et souvent les marques qui se veulent transparentes n'arrivent pas à aller jusque-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces produits, dans ces productions lointaines, au moment de la filature, tout est mélangé. Les productions de différents endroits sont mélangées. Alors, c'est pas le cas pour la laine et c'est pas le cas pour le lin européen, je dis bien européen, celui qui est cultivé en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Les autres lins, il y en a, mais bon, c'est un peu plus opaque, hein, surtout dans les pays de l'Est. Pour la laine locale, eh bien, évidemment, vous les connaissez, vos producteurs. Ils font partie de vos associations. Alors, nous, oui. Mais est-ce que c'est aussi évident pour toutes les marques, comment en tant que marque, on arrive, nous on va démarrer par la paysannerie, mais quand on est une marque et qu'on veut structurer la valorisation de la laine, voilà, à votre avis, quel est votre regard? La valorisation de la laine au niveau international, française, français. Quelle place occupe Peut-être que Delphine a une réponse à cette question. On peut constater qu'il y a effectivement différentes options possibles. Il y a du coup, des marques qui vont commencer comme vous à partir d'un réseau local du coup d'agriculteurs, et du coup c'est le démarrage qui va provoquer le projet. Du coup, il y a une traçabilité qui est là par, on va dire, nature du projet. Et on a voilà, d'autres cas où on a des marques qui vont plutôt démarrer avec une marque et avec le projet d'utiliser la laine française, et qui vont se mettre en contact plutôt avec des négociants qui vont être un intermédiaire entre ces agriculteurs et du coup la marque. Et dans ce cas-là, la grosse question aujourd'hui, c'est comment on garde la traçabilité. Effectivement, il peut quand même encore y avoir des mélanges. Il
faut une organisation qui n'est pas en place. Et donc, du coup, ça reste intéressant d'un point de vue environnemental, mais on n'est que sur une première marche. Et il y a une deuxième grosse marche à franchir, qui est d'abord de la laine française tracée jusqu'à l'élevage. Donc voilà, on a, on va dire, 2 catégories de laine française, avec des bénéfices qui sont intéressants dans les deux cas, mais environnementalement, déjà, quand on peut tracer, on va créer davantage aussi d'attachement entre la personne et son produit, parce que le produit rappelle des visages des agriculteurs, et on peut voir aujourd'hui que les causes de fin de vie du textile, il y a plus de la moitié des causes qui sont pas liées à la durabilité physique, mais à la durabilité émotionnelle du produit. Donc plus on crée en fait d'attachement et de lien, plus on augmente en fait la durée de vie des pièces textiles, et donc plus on diminue leur impact. Donc ça contribue aussi en fait d'un point de vue environnemental. Après il y a la question de la valorisation sociale du travail des éleveurs, qui n'est pas la même dans un système où on a une visibilité, les contacts directs et la volonté d'avoir une valorisation monétaire, et un contact indirect qui va passer par un négociant. Donc dans les deux cas, je dirais qu'il y a des bénéfices environnementaux qui sont intéressants, et dans le deuxième temps, on va aller encore plus loin sur les bénéfices environnementaux, et on va avoir potentiellement des bénéfices sociaux, et aussi pour le client, en termes de satisfaction client, de découverte de l'histoire, du patrimoine, des visages qui sont derrière. Et effectivement, l'effet naturel ont ce potentiel de créer de la traçabilité et ce lien, mais ce potentiel, il n'est pas toujours exploité du fait de la structure de vente et des intermédiaires qu'il y a entre les. Ouais, je vais rapidement prendre la parole, effectivement, pour juste remettre en fait un très court constat sur la laine, en tout cas. Effectivement, sur cette traçabilité, il faut savoir que la filière lainière comporte très peu d'acteurs en fait, sur la transformation de la laine. On a 3 grandes filatures françaises, 4 micro-filatures en France. Il y a des laines qui sont issues des élevages français, certes, mais il y a 40 ans, on a délocalisé l'industrie textile. Donc les élevages sont devenus des élevages à viande et plus à laine. Donc il y a quand même très peu de laine qui est valorisée en France. Et à partir de là, les quelques filatures françaises fournissent une minorité de laine française en fil. Et j'avoue qu'en fait, je pense qu'il y a une personne qui peut donner son expérience sur effectivement la traçabilité en filature même par rapport aux produits qu'elle sort. C'est Marie-Ève qui a énormément travaillé avec ces filatures et qui peut nous faire peut-être un bon retour d'expérience là-dessus. Écoute, ma première question, c'était effectivement de savoir d'où venait la laine, d'avoir la garantie effectivement de cette traçabilité. Et là, c'était pas si clair que ça. Donc, je me suis dit, il faut que tu t'approches des éleveurs parce que tu n'y arriveras pas. Enfin, je n'avais pas la garantie. Et c'était pas une mauvaise volonté, hein, parce qu'il y a une filature qui m'a même dit, parfois je ne sais pas d'où vient la laine. Donc c'était pas, voilà, je veux dire, c'est pas un jugement, c'est juste que je me suis confrontée à ça. Donc moi, la seule façon d'arriver à savoir, effectivement, d'avoir ce rapport direct à la matière, c'était d'aller auprès des éleveurs. Et après, je pense que bon, tout ça, ça va se mettre en place, et j'imagine qu'aujourd'hui, les enjeux, ils sont là aussi pour les filatures, de toute façon, si elles veulent valoriser de plus en plus cette matière. Mais c'est pas la réalité, effectivement, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et juste, en fait, je travaille avec une microfilature d'alpaga en Corrèze, et j'ai le nom à chaque cône de laine, j'ai le nom de l'alpaga en fait. Voilà, j'ai donc la traçabilité, j'ai le nom de l'alpaga qui a fait la laine. De l'animal. Voilà, donc c'est juste pour moi. Enfin, alors, je n'imagine pas la même chose, mais on peut imaginer des choses comme ça, et je pense que dans notre pays, c'est le cas. En fait, il y a cette traçabilité au troupeau, enfin, et c'est ce suivi. Cette transparence et... Moi, j'aimerais rajouter un truc sur les chiffres de la laine. Il y a encore 30 ans, la laine représentait 10% des textiles mondiaux. Aujourd'hui, c'est 1% dans le monde, hein, par rapport à d'autres matériaux comme le polyester qui représente 60% et qui va passer à 70% très prochainement. Pour faire un rapport avec d'autres fibres végétales, le coton c'est 25% et le lin c'est 0,4%. Voilà,
peut donner à réfléchir un petit peu sur la civilisation dans laquelle on est. Pour compléter sur la question que posait Jean-Olivier tout à l'heure sur la place des agriculteurs et leur visibilité, je crois, malheureusement, qu'il faut faire le constat que leur visibilité elle est insuffisante. Et je crois que c'est notre responsabilité à tous, en fait. Il ne faut pas oublier que dans ces filières-là, entre effectivement des filières plutôt, on va dire, industrielles, qui vont traiter des gros volumes, qui vont avoir une question de process, pour avoir des lots homogènes de laine. On va être obligé aussi de faire grossir les lots, donc là, ça devient compliqué de faire de la traçabilité. Par contre, sur des processus un peu plus artisanaux, là, ça devient effectivement intéressant d'aller chercher un peu plus de traçabilité. Et là, on va pouvoir peut-être plus à notre échelle, en tout cas moi, à l'échelle d'un producteur qui soit en fin de la chaîne, finalement, pouvoir jouer ce lien avec les éleveurs. En tout cas, je continue le parallèle avec les filières agroalimentaires. Malheureusement, on ne parle des éleveurs que quand ça va mal. Et c'est bien dommage, parce qu'on devrait aussi pouvoir en parler quand ça va bien et valoriser leur travail de qualité pour faire des cloisons. Et c'est pour ça que je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une table ronde qui est organisée dans le cadre du festival des autres modes. Donc il faut bien rappeler qu'il y a des filières à mettre en place. Et c'est peut-être en pensant justement la diversité des modèles qu'on arrivera aussi petit à petit à progresser sur la prise en charge collective de la visibilité de l'ensemble des acteurs de la filière. Certes, on a besoin de valoriser le travail des éleveurs, mais on a aussi besoin de valoriser le travail de nos PME, de certaines de nos filiales qui font un boulot absolument incroyable. On a des vraies fils de qualité qui nous permettent de sortir des produits très haut de gamme, tout en restant dans une production tout à fait artisanale. Et ça me tient quand même très fortement à cœur. Guillaume, alors je suis complètement de ton avis. Je pense qu'il faut aborder cette filière de la laine à différentes échelles, autant artisanale qu'industrielle. Dans notre démarche en fait d'identification de filières, on a abordé aussi bien le côté artisanal avec Marie-Ève que le côté plutôt industriel. Dans le cadre de recherches et expérimentations qui ont été soutenues par la région Bretagne, pour justement qualifier ce qu'on appelle une filière d'excellence de textile écologique, de la fibre jusqu'au tissu, puis ensuite jusqu'au produit chimique. Donc on a en fait mené des développements de textiles à partir de différentes filières. Et en fait, on a été confronté à plusieurs difficultés. Au niveau en fait industriel, bon, il n'y en a pas 36 000 des acteurs. Voilà, je ne sais pas si je peux citer parce qu'il n'y a rien de négatif. Au contraire, ils ont été très coopératifs. C'est la filature du parc. On a donc développé deux sortes de textiles. Un textile, d'ailleurs, ces deux textiles ont été justement référencés par Véronique Juillet pour la marque Marthe Paris. C'est intéressant parce que l'idée, c'est de pouvoir valoriser ensuite ce travail dans les produits chimiques. Il y a eu des informations, en fait, suite au questionnaire qui a été passé auprès de Filature du Parc, on a pu remonter jusqu'à l'élevage et sur la localisation, je dirais, de l'élevage, et comprendre aussi si ces moutons étaient destinés à l'alimentation ou pas. Voilà, ça c'était déjà une première information, mais là on s'est posé la question, mais comment vérifier cette information? Parce qu'il y a une information qui nous est passée, enfin transmise, je dirais, voilà, suite à un questionnaire que l'on a passé, mais ensuite il s'agit après de vérifier en fait. Donc ça, en fait, je vous lève tous les enjeux et les difficultés. Et après, c'est la partie traçabilité, c'est-à-dire collecte de la data pour l'évaluation environnementale. Puisqu'en fait, dans notre démarche de développement de textiles, nous procédons aussi à l'évaluation environnementale des textiles. Parce qu'on ne peut pas, en fait, mettre en avant les bénéfices d'une matière sans calculer l'impact de cette matière. Voilà. Du coup, ça a été, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a certaines réponses, mais qu'il faut aller encore beaucoup plus loin.
Et c'est là où je pense que c'est la confiance, c'est sur la base de la confiance qu'on va pouvoir co-construire en fait ces filières ensemble. C'est peut-être pour pouvoir en fait les valoriser après aux différents stades de la transformation de la matière. Mais je pense que ça se fait en fait dans le temps avec la confiance. C'est là que je trouve qu'on arrive à un point qui est intéressant, c'est que comment est-ce qu'on fait en tant que marque ou artisan ou bureau d'études pour vérifier l'information et savoir vraiment ce qui se passe, parce que voilà, je parlais des différentes échelles et effectivement, voilà, quand on trie dans son jardin, chez l'ami du voisin, enfin chez le voisin qui a quelques moutons dans son jardin, c'est facile. Nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où on est en direct avec des éleveurs ou des éleveuses, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas, il est possible d'avoir une vue sur les conditions sur le bien-être animal, sur la rémunération des paysannes et des paysans, de co-construire avec eux, de faire évoluer la qualité de la matière. À partir du moment où on est une marque, qu'on veut sourcer la laine française, on passe par des filatures. Légitimement, chacun son métier, on n'a pas forcément pied dans la bergerie. Et on se rend compte que quand on achète un fil de filature, il vient directement de la laine achetée à des négociants pour des bassins de collecte, mais qui n'ont pas de traçabilité par élevage, qui ont une traçabilité par zone géographique et par race, et qui sont quand même dans des logiques d'achat-revente, donc qui sont sur des logiques de volume, et que dans ces cas-là, l'éleveur ne voit pas, l'éleveuse ne voit pas 1 centime de plus au kilo, même si ça est valorisé localement. Donc ça soulève toute une question aussi autour de la répartition de la valeur, parce que quand on parle de chaîne de valeur et qu'on se rend compte que les élevages vont faire des belles vidéos sur les sites internet, c'est super, mais derrière ça, comment est-ce que la valeur remonte jusqu'à eux? Pour nous, c'est une vraie question, et c'est pour ça que c'est aussi important en tant que marque de comprendre quelles sont les difficultés et les freins pour accéder à ça, parce qu'on entend toutes les bonnes volontés, mais voilà, derrière, comment ça s'incarne vraiment sur le terrain et à différentes échelles. Parce que c'est quand on passe à des échelles industrielles que c'est le plus compliqué, effectivement. Oui, mais uniquement, une des difficultés que nous on rencontre en tant que marque, nous on est en contact direct avec le consommateur. On est en contact direct avec ses exigences. Je ne vais pas vous l'apprendre, du point de vue du consommateur, la laine me semble toujours chère. Voilà. En plus de ces éventuels défauts qu'on va y trouver potentiellement, elle gratte. Non, mais c'est la réalité, on a quand même des choses, on a des images d'épinal contre lesquelles il faut qu'on lutte. Et donc nous, on est en contact direct avec ce consommateur et on se doit d'apporter aussi un gage de qualité par rapport à nos produits. Et malheureusement, j'ai envie de dire, et il faut qu'on trouve des solutions, ce besoin d'apporter un gage de qualité sur de la douceur, sur une régularité dans le produit qu'on va proposer, nous impose parfois de passer par de la laine qui a été allotie et mise en lot, et du coup on perd cette traçabilité. Et c'est vrai, y compris pour des artisans qui travaillent au petit volume. Après, peut-être charge à nous de trouver peut-être l'élevage qui nous convient, mais qui va aussi pouvoir avoir le volume suffisant dont on a besoin, et puis de trouver aussi la filature qui va être en mesure de traiter ce lot-là. Il ne faut quand même pas oublier que dans la filière, déjà rien que pour l'élevage, on perd quasiment 50% du pollen par rapport à une poison, donc c'est déjà énorme. Après, dans le processus de carnage et de filage, on peut encore perdre quelques pourcents au passage. Donc c'est-à-dire que déjà ça, c'est compliqué aussi par rapport à ces fibres-là, de dire il nous faut tant de kilos au final, est-ce que je vais réussir à trouver l'élevage qui au départ a la quantité qui va bien, et puis est-ce que la réduction du poids de laine qu'on traite au fil de la filière ne va pas faire qu'à la dernière étape, le filateur va me dire non mais moi j'ai même pas assez pour lancer mon train de carne. Donc ça, il y a quand même aussi ces difficultés-là qui sont inhérentes aussi aux pertes qui existent dans la filière. C'est pareil dans toutes les filières, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un mélange à la filature. C'est le problème de la traçabilité impossible en fait à gérer à 100%. Mais je crois que Guillaume, tu as soulevé vraiment une des grosses problématiques, c'est ces minimums de quantité en fait, qui c'est un entonnoir. Qui ne permettent pas aujourd'hui de montrer la diversité, peut-être, de la qualité des laines. Et ça reste, je pense que ça reste un frein aux marques pour effectivement aller s'intéresser au-delà de la filature. Donc ça, c'est vraiment problématique. Une question.
moi, je vais vous donner un exemple concret. Nous, avec Elie Giraud, qui est dans le public, et on a porté une association qui s'appelle Laine de Parisis, qui a pour but, en Ile-de-France, de recréer une micro-filière lainière afin de transformer des petites quantités, parce que la problématique, effectivement, de la quantité initiale et de toute la perte que tu as bien indiqué, mais en plus, ça va plus loin, c'est 50% au début, 20% après, en fait. On arrive à la fin avec, on a quasiment perdu entre 80 et 90% de la laine. Donc, les quantités, c'est quelque chose de très impactant à tel point que ça, en fait, oriente complètement notre économie. Notre économie au niveau des éleveurs, des éleveuses, de l'agriculture. Les véhicules qu'on récupère sont dimensionnés par effectivement cette étape-là, cette transformation, et derrière la qualité qu'on peut en faire, qu'on peut en tirer. On peut tirer une bonne qualité si effectivement on fait un tri précis avec des lots précis. Mais cette dynamique de volume qui est malheureusement dimensionnée dans une filière qui ne le permet pas actuellement parce qu'on a peu de filature en France et que du coup, eux aussi, à leur niveau, ces acteurs-là ont besoin économiquement de s'y retrouver. Donc, ils doivent fonctionner par des volumes. Pour vous donner un ordre d'idée, en entrée des grandes filatures, c'est au minimum, quand on les connaît bien, 200 kg. 200 kg pour un lot de bonne qualité, ça veut dire qu'après le tri, donc tri c'est quand même, on est autour de 40-50% de perte, c'est énorme pour des petits éleveurs qui font de la qualité, c'est quasi impossible. Donc, et microfilature, le coût de fil à la fin augmente. Donc évidemment que tout le monde est passé par les quelques filatures françaises, les grandes en tout cas. Et à notre niveau, on essaie de fonctionner par des petits lots pour essayer, en plus de travailler des mélanges de laine. L'idée, c'est que la laine française, la laine tout court, en fait, naturelle, a des qualités extraordinaires. Et qu'en plus, quand on va mélanger des laines de différentes races, on peut obtenir des fils qui peuvent aller sur du tissage, sur du tricot, et qui peuvent être à un usage précis, sans passer par de la pétrochimie. C'est là où ça devient vachement intéressant, c'est qu'on peut être vraiment sur du naturel, à partir de mélanges de laine. Mais ça encore, c'est des petites quantités. Donc avec Laine de Parisis et notre petite structure d'artisanat avec Élise, on s'est dit qu'on allait essayer de mettre en entrée des kilos abordables de 6 à 20 kilos pour les transformer. Et c'est, j'en parlerai peut-être après, mais le conseil n'est vraiment pas évident en tout cas à poser. Mais je pense que là on est sur vraiment le sujet qu'on souhaite aborder, c'est des logiques de filières au pluriel, de filières locales et des différents modèles qu'on peut trouver. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est effectivement de le co-construire sur un territoire. En tout cas, pour moi, pour mon expérience. Oui, alors sur un territoire ou peut-être un territoire imaginé, c'est-à-dire que je vais illustrer quand même ce propos qui est un peu ironique. Je pense qu'il faut aussi qu'on ne s'interdise pas d'avoir plaisir de faire notre boulot et puis de le faire avec des gens avec qui on a envie d'avancer. Il y a 20 ans, c'était le début des circuits courts en alimentation. On va parler beaucoup des circuits courts avec une proximité strictement géographique. Et puis, entre-temps, il y a une chercheuse en géographie qui a proposé un concept très intéressant, qui est le concept de circuit de proximité. Et là, la proximité, on s'affranchit de la problématique purement locale pour mettre, y compris dans l'équation, des problématiques d'acquaintance et d'affinité entre, par exemple, le primeur qui va distribuer des fruits et légumes et le producteur avec qui il va être en direct. L'idée est plutôt finalement de réussir à réduire le nombre d'intermédiaires pour justement rester et former une collectivité de gens qui partagent les mêmes valeurs et qui ont envie de pousser dans la même direction. Je pense qu'on fait déjà un énorme effort de relancer une filière laine française. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'interdise au nom du sacro-saint local d'aller peut-être chercher des partenariats un peu plus loin que autour de chez nous. Je pense qu'on a peut-être des fois intérêt à travailler avec un partenaire qui va peut-être être à 300, 400, 500 km de chez nous, mais si on partage les mêmes valeurs, peut-être que ce partenaire-là, il va jouer le jeu de valoriser le travail des éleveurs et de valoriser le travail de la main de la filière. Donc je pense qu'il faut peut-être repenser aussi le modèle. Je pense que quand on reste à l'échelle France, c'est déjà du local. Parce que quand on regarde ce que c'est que la France à l'échelle de la planète, c'est quand même pas grand-chose. Donc il faut peut-être aller chercher plutôt cette notion de circuit de proximité plutôt que de circuit court et travailler avec des gens qui partagent le modèle.
Oui, puis quand on parle d'industrie textile, on parle quand même d'une industrie mondialisée, donc même à l'échelle de l'Europe. On peut déjà se permettre. Et sur les solutions un peu intermédiaires avec les mélanges, etc., même si la laine reste une matière qui est chère, je pense qu'on peut et qu'on doit quand même penser à un minimum de partage des valeurs avec des beurres, et on pourrait penser à un modèle qui passe par les négoces avec des minimums de prix d'achat ou des garanties qui sont offertes, à défaut d'avoir la traçabilité, des garanties qui sont offertes sur les conditions d'achat qui ont été réalisées. Voilà, on pourrait trouver des systèmes comme ça qui ne créent pas 100% des bénéfices dans certains modèles en ayant la connexion entre les beurres et l'utilisateur final, mais qui offrent quand même une partie de la valeur sociale pour les agriculteurs qui est nécessaire. Et une petite parenthèse, calcul d'impact. Sur les calculs d'impact qu'on avait fait pour la paysanne, on pouvait voir qu'on diminuait quasiment par 10 l'impact du pull par rapport aux laines françaises tracées par rapport à des laines internationales pour donner de ratio d'allocation, parce qu'on a une allocation qui est mieux répartie entre la laine, la viande et la laine, notamment pour des raisons évidemment de transport, de traitement. Et du coup, c'est vrai que voilà, on a quand même ces deux sous-catégories, mais dans l'ensemble, c'est quand même des modèles qui apportent beaucoup de bien. Donc pour les rendre pérennes, effectivement, il y a cette équation sociale à ajouter pour qu'ils puissent être pérennes. Et quand on a la traçabilité, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu quand même dans les différents élevages sur lesquels on a fait ces études d'impact à partir vraiment des données de terrain des éleveurs sur leur mode d'élevage. Donc on a pu voir que sur les impacts carbone, par exemple, on avait quand même un facteur de quasiment 1 à 5 selon les différents éleveurs. Du coup, quand on a la traçabilité, on a un calcul qui est quand même plus précis parce qu'on peut s'appuyer vraiment sur des modes d'élevage donnés qui vont faire quand même varier l'impact, si globalement c'est toujours beaucoup mieux que ce qu'on peut avoir en import traditionnel de façon sensible. C'est aussi d'un point de vue point de vue bureau d'études, c'est aussi intéressant d'avoir beaucoup de traçabilité. Typiquement, on a des ratios d'allocation qui vont varier, on a des modes d'élevage qui vont varier. Donc ça va avoir des impacts. Si l'allocation, en gros, donc dans les méthodes sur un mouton, on va faire une allocation de l'impact total du mouton sur sa vie, qui peut être économique, classique ou biophysique. Dans l'élevage, ça c'est pour faire du économique. Et donc on va dire le mouton, surtout si elle met par exemple une tonne de gaz à effet de serre, et donc du coup on va allouer cette tonne de gaz à effet de serre selon la valeur économique des différents produits qui viennent du mouton. Donc, et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, comme les moutons sont élevés principalement pour leur laine ou le lait, la majorité de l'impact, elle est donnée à la laine ou au lait, donc en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, on a des ratios qui sont plutôt de 40% d'allocation économique, là où en France, on va être de l'ordre de 10%. Donc en fait, le système tel qu'il est conçu aujourd'hui nous incite, nous encourage en fait, à consommer de la viande. Il faut savoir que les élevages à laine en France, je parle en ovin, en mouton, à part quelques exemples qui n'existent pas et que la plupart des troupeaux, la grande majorité sont élevés pour la viande ou le lait, et que la laine est considérée comme un sous-produit, donc la laine pousse de fait sur le dos du mouton toute l'année. En fait, je veux juste en fait rebondir en fait sur l'utilité du mouton en fait dans l'éco-pâturage et dans le rendu en fait de services écosystémiques qu'aujourd'hui il faut prendre en compte et qui ne sont pas en fait valorisés. Et ça c'est un petit peu aussi notre cheval de bataille, c'est d'avancer en fait sur ces indicateurs. Donc ça prendra du temps, on va y arriver. Mais oui, il y a une véritable réflexion en fait sur le rôle du mouton et sa place en fait dans l'écosystème vivant. Ça me fait une transition toute trouvée. Merci. Voilà, là,
on parle plutôt depuis la base de la filière, donc c'est intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Selon vous, quels sont les rôles à jouer de la part des paysans et des paysannes dans la valorisation des laines locales et quels pourraient être les leviers pour finalement qu'ils aient plus de visibilité, plus de reconnaissance et prise en compte? Je pense qu'il faut qu'on réinvente peut-être la notion de filière. On a malheureusement toujours tendance à la considérer comme une notion verticale. En fait, alors, il n'y a pas de sens qui est en haut, qui est en bas. On considère la filière comme quelque chose de vertical. Il faudrait peut-être lui donner une dimension circulaire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des endroits et des modes d'organisation qui permettent à ceux qui sont au bout de la filière de causer à ceux qui sont au début. Moi, j'ai aucun souci quand ma filature me dit on va augmenter le tarif de laine cette année. Alors, certes, il y a l'inflation et toutes ces choses-là, le coût de l'énergie, mais aussi parce que finalement, ça fait 5 ans qu'on n'a pas augmenté nos salariés. Maintenant, ça me semble tout à fait logique de payer plus cher la laine à la filature parce que socialement, il y a un véritable enjeu derrière. Et bien, si demain on nous dit, ok, on met en place une filière où il y a une traçabilité depuis l'élevage, et qu'on nous dit, du coup, cette traçabilité, elle a aussi un coût, et que je connais les éleveurs, on peut échanger sur nos besoins réciproques, ça ne me dérangera pas non plus que ça se traduise par quelques euros de plus sur le kilo de laine. Je crois que dans tous les cas, quand on est, en tout cas dans le cas où on travaille dans l'artisanat d'art et qu'on veut faire des produits de qualité, finalement, la part de la laine dans le produit fini, la part du coût, elle n'est pas si importante que ça. Et c'est quand même essentiellement notre travail et tout le travail de la filière qui apporte de la valeur ajoutée. Donc je ne crois pas qu'en fait la problématique aujourd'hui de la rémunération, augmenter de 3 € au niveau de la collecte de laine, ça ne va pas plomber fondamentalement le business model. Enfin, c'est une réalité. Je crois qu'il faut un petit peu dégonfler les égos des uns et des autres. Non, mais c'est la réalité. Soit on fait le choix d'un modèle totalement industriel où le but c'est de rémunérer l'actionnariat, soit on fait le choix d'une filière plutôt artisanale où on rémunère le savoir-faire des uns et des autres et cette envie de travailler ensemble et d'aller dans le même sens. Voilà. Là, je suis un petit peu plus engagé et là, je regarde un peu plus vers un modèle de filière qui me semble intéressant. Et moi, si tu as parlé d'une filière circulaire, la matière, il faut la mettre au centre. En fait, on travaille des matières naturelles, on travaille le vivant, et c'est plutôt recentré sur ce point de départ, en fait, et qu'est-ce qu'on en fait de cette matière? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi, j'aimerais dire un mot sur le produit fini, parce qu'il va falloir bien éduquer le public à retrouver le goût des matières naturelles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est quand même sur une consommation pétrolifère et délétère. Donc, quand même du pain sur la planche à ce niveau-là aussi. Tu disais que la laine, ça gratte, c'est toi qui disais ça? Oui. Bon, la laine, ça gratte, les mains, ça se froisse, la soie, ça c'est trop chaud. On préfère le pétrole et le plastique. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? On a vraiment, il faut remettre le métier sur l'ouvrage et aller vers les citoyens et montrer les qualités d'un pull en laine. Moi, j'ai en Mérinostar, de la marque de Gendarme. Il faisait froid ce matin, j'ai pas eu froid, il a très chaud et je n'ai pas chaud. Ça va même simplement au-delà de la mode. Enfin, je veux dire, ce qu'on oublie aussi, c'est que la laine elle est présente dans la décoration, dans la maison. Et on va le trouver, voilà, on met souvent en avant ses défauts, mais c'était franco-français parce qu'on a un petit peu râleur. Et finalement, la laine elle a aussi plein de qualités. Et quand même, sa première qualité, c'est quand même de tenir chaud. Et moi, je fais le pari quand même au regard de la situation qu'on rencontre. J'ai observé l'effet crise énergétique et flambée des coûts d'énergie sur une borne de plaine l'hiver dernier, j'ai vu. Faut pas croire, la laine est une véritable alternative aussi à l'inflation sur le marché de l'énergie. Je pense qu'on a un véritable atout là justement pour mettre une communication intéressante et pour remettre en avant les qualités de la laine, et notamment sur le plan thermique. Et pas uniquement dans l'aliment, mais aussi dans la décoration. Sur les décorations aussi. Il y a une très belle exposition en ce moment que je vous conseille d'aller voir si vous êtes à Paris, au musée de l'Arsenal, le musée de l'architecture, sur 3 projets d'étudiants en sortie d'études, et notamment un projet sur la laine. Et eux, ils proposent, un groupe de
sont architectes, mais ils proposent d'utiliser les cloisons justement qui ne sont pas valorisées avant, pas avant le nettoyage, le lavage, une fois que c'est lavé, pour en faire des cloisons pendant 1 an, une cloison donc en phonique et acoustique et thermique, dans des bureaux, dans des appartements, etc. Ensuite, ils récupèrent la laine et ils en vendent une filature. Enfin, bon, c'est tout un process. Mais allez voir, parce qu'il y a aussi un travail sur les champignons et du nouveau ciment à partir de papier. Voilà, moi j'ai vu ça pour un appareil dynamique. C'est être Olivia, c'est à toi Marie-Ève, notamment sur l'histoire de la laine. Du coup, là, on est quand même à la recherche de solutions concrètes dans ce qui nous anime chaque jour. Par rapport à cette reconnaissance des producteurs et des productrices, là, j'entends qu'il y a quand même un point de blocage au niveau de la structuration de la collecte et de la première étape, enfin, de la deuxième étape de transformation, qui est la filature, pour pouvoir accéder vraiment à une traçabilité par troupeau. Ou alors, effectivement, une garantie de au moins répartition de la richesse jusqu'aux exploitations agricoles, jusqu'aux fermes. J'entends ce volet-là, et tout le volet autour de la pédagogie auprès du grand public, pour aussi remettre la laine au centre des habitudes de consommation, des habitudes vestimentaires. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, je vais peut-être rajouter, on parle de traçabilité, mais on n'a pas trop parlé de transparence. En fait, traçabilité et transparence sont 2 choses très différentes. Et je pense qu'on améliorerait aussi justement ce manque de visibilité, donc la reconnaissance des agriculteurs, si on était vraiment dans une réelle transparence. Voilà, c'est-à-dire une transparence des acteurs au sein d'une filière. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, il faut co-construire ensemble une filière où chacun des acteurs est mis en avant. Voilà. Mais ça passe aussi par justement donc, cette éducation, cette mise en forme de cette information, et du coup reconnaître aussi le rôle d'animation de filière, au sein d'une filière, pour retranscrire en fait ces données auprès du consommateur final. Et justement, pour compléter, je pense que pour ces nouvelles filières, et quand je parlais de filières circulaires tout à l'heure, j'avais été bien récemment fini mon propos, moi j'aurais vraiment le plaisir de concevoir avec des éleveurs des produits qui valorisent leur laine. Et pour moi, en tant qu'artisan d'art, c'est compliqué de vendre en retail. Parce que clairement, la boutique, tu vais faire x2, x3 sur le prix. C'est pas le produit invendable. Par contre, laisser 20 à 30% de commission sur le prix point final à un intermédiaire, moi, ça ne me pose aucun souci. Donc, travailler avec un éleveur qui va aller sur les marchés, qui en plus, éventuellement, que ses autres produits de la ferme, va pouvoir vendre des plaids que j'aurais tissés à façon pour lui et avec sa laine. Et on va pouvoir finalement aussi se faire une petite marche. C'est une autre façon de rémunérer l'agriculteur et finalement de travailler ensemble. Parce qu'il va pouvoir dire ça, c'est des plaines qui ont été tissées à la main avec la laine de nos moutons. Et moi je pense que c'est aussi des modèles comme ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et peut-être qu'avec les mobilisables, ce serait intéressant qu'on puisse réfléchir à comment on pourrait justement faire diffuser un petit peu notre démarche en allant chercher ces relais de proximité qui ne sont pas forcément sur le sud de la France, mais peut-être un petit peu plus loin. Et comment on peut justement mettre en place ces filières où il paraît en effet éventuellement d'aller-retour entre l'avant et la dernière. Je veux bien la distinction parce que c'est très juste ce que tu dis, mais en fait ça existe déjà à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'au niveau de l'artisanat de laine, beaucoup travaillent comme ça. Je vais te donner un exemple avec Élise, avec la Bergerie nationale de Rambouillet, on travaille comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, le partenariat avec la laine, c'était de valoriser leur laine pour des produits qui vendent à la ferme. Donc là, c'est un exemple qu'on connaît la Bergerie nationale de Rambouillet, mais à plusieurs niveaux, ça existe. C'est vrai que ce que tu disais maintenant est très juste, c'est-à-dire qu'en fait, derrière la transparence de différents acteurs qui ont un poids de communication, c'est là où ça va devenir intéressant, effectivement, pour rendre visibles ces acteurs. Et ensuite, il y a la notion de répartition économique. Quand on est à une autre échelle, et je voulais quand même faire le pont parce que, Catherine, tu peux nous en glisser un mot sur le lin, et entre autres le lin et le chanvre bio français.
ont entrepris, il y a déjà quelques temps, des réflexions sur ces différents acteurs et comment, à différents niveaux, on se cause pour voir effectivement qu'au niveau du TIH, etc., à différents niveaux, on peut faire des contrats, peut-être. Catherine, je ne sais pas si tu peux nous dire un mot là-dessus. Alors, le lin bio en France, c'est très très petit. Ce qui est intéressant avec le lin bio par rapport au lin européen, c'est que c'est cultivé sur des terres bio, comme c'est une plante d'assolement qui revient tous les 7 ans sur la même parcelle, ça permet d'avoir une agriculture nourricière bio le reste du temps. Alors, la filière lin, il y a 2 filières. Effectivement, il y a la grande filière qui a résisté au plan Marshall, et on peut être fiers, parce que le plan Marshall voulait éradiquer le chanvre et le lin en Europe de l'Ouest et notamment en France. Le chanvre, ils ont réussi, et le lin, ils n'ont pas réussi. Voilà. Donc, déjà, on est content. Le lin bio, c'est une autre histoire parce que ça date d'à peu près 10 ans, un peu moins, le lin chanvre bio. C'est 0,4% des fibres naturelles mondiales. Le lin bio, c'est 0,01% de ces 0,4%. Et le chanvre textile en France, il revient depuis 2-3 années grâce à des acteurs qui se sont démenés pour ramener les machines, parce que le chanvre, on en cultive en France, mais plutôt pour l'alimentation et pas pour le textile. Oui, donc la structuration de filières. Pourquoi la grande filière a réussi? Parce qu'elle a, et ça serait intéressant peut-être pour la laine locale française, elle a instauré depuis une dizaine d'années 2 certifications qui sont des certifications tout à fait pas du tout auto-proclamées, qui sont faites avec des cabinets extérieurs. La certification d'un lin européen, donc France, Belgique, Pays-Bas, avec European Flax, en sachant que ça garantit la fibre cultivée sur notre territoire, taillée sur notre territoire, alors avec les mélanges entre les 3 pays et des mélanges au moment de la filature ensuite, et même au moment du taillage, on va avoir une qualité toujours égale. Et c'est la même chose pour la laine, je pense. De toute façon, c'est pareil pour toutes les fibres. Elles sont toutes le mystère. Donc, ce label European Flax permet d'avoir une traçabilité de la production, de la provenance du champ et du taillage. Ensuite, malheureusement, 70%, malheureusement, pas en tout cas c'est comme ça, 60 à 70% de cette matière première part en Chine, souvent en Chine pour la filature. Donc il nous reste 30% ici, et de ces 30% avec de la relocalisation de filature depuis 2-3 ans, on a un produit qui s'appelle Masters of Linen qui est 100% européen. Donc voilà, ça c'est des exemples de filières qui réussissent. Alors l'un et chanvre bio, ils sont en train de se rapprocher justement de la filière Alliance pour le lin et le chanvre européen. On va voir ce que ça va donner, notamment pour le chanvre. On commence à intéresser les tailleurs de lin, les gros taillages. De toute façon, les taillages, c'est des grosses usines. Donc voilà, ça c'est peut-être intéressant. Je ne sais pas comment on peut labelliser une laine locale, se constituer en filière. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ces initiatives de labellisation ont été portées par les producteurs eux-mêmes? Alors, les liniculteurs, c'est des grands propriétaires terriens. Ils ont une force économique très très bien assise. Ils ont les moyens, ils se sont donné les moyens. L'ancienne CEC, se sont donné les moyens depuis 1953 pour résister aux assauts américains. Et donc, ils ont constitué cette filière et travaillent vraiment tous ensemble. Donc, il y a une forme de mobilisation des producteurs entre eux. Bien sûr. La base, c'est les agriculteurs, c'est les agriculteurs. Et pour poursuivre justement le parallèle avec les filières agroalimentaires traditionnelles, par exemple, que tout le monde connaît, et moi particulièrement, parce que c'est d'où je viens, c'est le comté, où finalement, l'outil de transformation est la propriété des éleveurs.
C'est-à-dire qu'ils sont organisés en coopérative et ils sont propriétaires de la fromagerie et c'est eux qui salarient le fromager qui va faire le fromage pour eux. Donc là, on est vraiment sur une filière et ce sont des petites coopératives, ils sont 15 à 20 producteurs par coopérative. Donc c'est un modèle qui a fait ses preuves et c'est peut-être un modèle dont on pourrait essayer de s'inspirer, quand je pense notamment à la démarche de l'Aine de Bar ici, mais aussi à ce que vous avez fait avec les ânes, et c'est tout ça où on peut avoir et de la traçabilité et du local, et tout en réussissant à valoriser ces portraits d'agriculteurs, parce que vous allez dans n'importe quel fruitier raconté sur le massif du Jura, et vous avez le portrait de tous les sociétaires de la coopérative qui sont là. Donc c'est peut-être une démarche dont on peut s'inspirer, et peut-être que l'outil microfilature, par exemple, ou des outils de type micro-lavage peuvent nous permettre d'aller constituer des lots homogènes. Alors il faudra forcément des affinités, il faudra des éleveurs qui travaillent des races identiques, parce qu'il faut qu'on arrive à avoir des lots suffisants pour contrer les problématiques qu'on a citées plutôt de pertes au fil de la transformation, et puis pour pouvoir, et après il faut que quelqu'un qui puisse un petit peu chapeauter ça et organiser tout ça en disant vous cherchez tel type de laine, vous avez telle coopérative qui est spécialisée dans telle laine, ou vous voulez une fibre un peu plus courte ou un peu plus douce, et voilà, et je pense que ça permettrait d'avoir vraiment des organisations locales tout en gardant quand même aussi un peu les terroirs, avoir des logiques de terroirs et puis avoir ces affinités autour d'une race, parce qu'on sait aussi que les filières agricoles, elles sont aussi fortement structurées par les races. Voilà. Chez nous, c'est l'excellent Montbéliard, voilà, pour les compter, mais voilà, les éleveurs de Montbéliard, ils ont cette fierté-là d'être éleveurs de Montbéliard, et peut-être qu'on va trouver ces choses-là aussi chez les éleveurs ovins qui seront fiers de la race qui est la leur. Voilà. Et un autre petit point aussi pour finir, je pense que on aura peut-être besoin aussi, alors peut-être de retravailler aussi un peu de sélection dans les races, parce que peut-être qu'on a un peu trop négligé aussi la qualité de la laine. On a choisi des races pour leur potentiel laitier, pour leur prolificité, c'est-à-dire le nombre d'animaux qu'elles sont capables de faire, parce qu'on veut faire là-dedans, mais on a peut-être un peu trop laissé de côté la question de la laine. Et pour prendre un exemple quand même, c'est la filière Tweed en Écosse, et Harris et Lewis, il y a quand même quelques années, ils ont revu leur cahier des charges pour intégrer des nouvelles races qui permettaient notamment d'intégrer la problématique de la poussière de la laine. Parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte que le tweed était un peu en panne de vitesse parce que le tweed s'éclatait, et en intégrant de nouvelles races dans le cahier des charges du tweed, ça leur a permis finalement de garder des parts de marché. Donc on a peut-être besoin aujourd'hui d'appeler nos amis d'INRA et de leur dire feu d'INRA, parce que je crois que c'est ça depuis INRA, ils ont fusionné avec d'autres instituts de recherche. Mais pour dire, là, on a besoin de relancer de la sélection naturelle, de la sélection génétique sur les races, pour travailler sur la qualité linéaire de nos produits, sans forcément dégrader les qualités qu'on a déjà acquises sur la question de la production de viande ou de la production locale. Je crois que, je n'ai pas le nombre exact, mais je crois qu'il y a encore un siècle, on avait plus de 250 races de moutons en Europe, même plus peut-être. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien il en reste, si quelqu'un a la réponse, ça me fait 160. Oui, en France, il y a une soixantaine de races. Ce qui fait qu'on a un cheptel extrêmement hétérogène en fait, avec beaucoup de petits lots, ce qui fait à la fois une richesse et à la fois une difficulté pour industrialiser. C'est comme pour l'alimentation, comme le choix. Du coup, on a quand même abordé pas mal d'esquisses, de perspectives. Mais peut-être la dernière question, si vous avez des éléments à ajouter là-dessus, ce serait, selon vous, quelles seraient les conditions indispensables pour, en tout cas essentielles, pour construire une filière laine qui soit à la fois juste et à la fois durable? Déjà c'est la volonté de coopérer, des gens, sur des objectifs, des valeurs communs, justement, à tous ces acteurs. Je pense que c'est vraiment ça, à la base. En tous les cas, sur la base des retours et expériences que j'ai eues dans la co-construction de ces filières. Et notamment, et je voudrais vraiment citer là, ce dernier exemple, on a eu cette merveilleuse collaboration avec Emmanuel Lang et le groupe Emmanuel Lang d'Altorex
cela ne se serait jamais fait si Pierre Schmitt n'avait été moteur de cette histoire. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous suivez un petit peu l'actualité, Emmanuel Land aujourd'hui est à deux doigts de déposer le bilan en liquidation judiciaire. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est lui qui a été un maillon essentiel à relocaliser la filature de lin pour justement sécuriser un approvisionnement de lin français sur les textiles en circuit court. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une question de coopération des acteurs au sein d'une filière pour atteindre les objectifs que l'on se fixe. Voilà. Il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, un petit peu en marge. Je crois qu'honnêtement, une des conditions, vraiment si nous connaissons, il faut aussi que nos concitoyens aient un pouvoir d'achat suffisant pour acheter nos produits. Et là, je crois que ce grand gâteau-là, ce grand gâteau de l'économie, il va falloir arrêter de partager de façon bénéfice. Donc il va falloir aussi que la théorie du ruissellement, il va quand même falloir montrer à un moment qu'elle marche. Il va falloir peut-être mettre en place des mesures pour qu'elle marche. Et ça, ce sera une condition qui permettra effectivement à tout un chacun de s'acheter des produits français de qualité, faits avec de la laine de qualité et qui rémunérera nos éleveurs. Oui, parce que quand on parle du comment, et moi j'aime beaucoup ce terme du comment, il faut penser aussi à la façon dont on redistribue ce qui arrive dans l'escarcelle, justement, de toutes ces conversations. Oui, c'est ça. Les fruits de l'abondance, c'est faire présent, comme tu dis. Et moi, je crois énormément au collectif parce que ce travail de la laine, cette revalorisation, je le vis au sein de mon association et la PAC. Et voilà, je suis portée par tout ce travail qui est collectif en fait. Donc, je pense que certainement la solution passe par réussir. Je laisserai le mot de la fin à Delphine, mais c'est vrai qu'il y a en fait des sujets qu'on n'a pas abordés. Et entre autres, je pense que pour que ce soit durable réellement, il faut que les institutions publiques nous suivent aussi. C'est un enjeu majeur parce que c'était le premier à nous soutenir au départ. Mais à un certain niveau, effectivement, là on rentre complètement dans cette logique de ruissellement et d'économie courte. Et donc, voilà, il y a un vrai enjeu politique. C'est complètement politique, en fait, tout ce qu'on vient de dire. Et voilà, pour que ça soit durable, il faut que la politique suive derrière. Il y a des territoires, c'est le cas, et d'autres, c'est un peu moins le cas. C'est David pour illustrer cette notion d'ouverture politique. Non, mais je résumerais ce que je suis tout à fait invitée à ce qui était partagé. L'union fait la force et il y a besoin de partage d'expertise. On voit sur la question des races, sur la question technique. Voilà, donc il y a besoin de travailler en collectif pour progresser ensemble. Parce que le récemment, ça passe tout d'abord tout simplement par la rémunération des éleveurs, en tout premier lieu. Et nous, on le voit sur le calcul d'impact, en fait, on est un peu bloqué aussi par les notions. On sent que comme les éleveurs sont pas contents, ils n'ont pas envie de passer du temps à faire des analyses environnementales, alors qu'ils sont déjà. Voilà, donc il faut que pour qu'ils aient envie de participer, c'est un cercle vertueux qu'il faut créer, à passer du temps à montrer que leur démarche apporte des bénéfices sur la biodiversité, sur l'environnement, etc. Parce qu'ils puissent passer du temps, ils peuvent vouloir y passer du temps que s'ils ont des bonnes dispositions et satisfaits d'un système juste. Voilà. Et après, je pense qu'il y a un enjeu à faire comprendre au grand public et aussi au pouvoir public les bénéfices que génère cet écosystème. Peut-être besoin de quelques études, voilà, de continuer à trouver des chiffres clés, à illustrer pour montrer tout ce que ça génère comme externalité positive. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On va avancer quelques sujets quand même. Une clôture? Ouais. Question.
Merci beaucoup pour cette table, c'est hyper intéressant et très noble comme démarche de la part de tout le monde. La question que je me posais, c'est est-ce que vous prenez en compte aussi le rôle que peut avoir la seconde main, peut-être dans vos filières, le détricotage de laine qui serait déjà, enfin, comment est-ce que ça existe et est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé qui existerait mais qui n'est pas possible pour nous? Alors, nous, avec les âmes, on a l'impression d'être déjà dans cette démarche, puisqu'on utilise des choses qui n'est pas utilisée. Après, on met en place des projets expérimentaux, notamment autour du recyclage des chutes de tricotage ou des chutes de production en général. Donc ça, c'est une première chose. Et après, on travaille aussi sur la durée de vie des vêtements à travers la mise en place de prestations de réparation. En tout cas, on est en train de se former là-dessus. Donc voilà, c'est deux dimensions qui sont complémentaires au reste et qui permettent de réinvestir les matières au maximum. Je pense que ces différentes initiatives, elles se positionnent en complémentarité les unes avec les autres, que ce soit voilà, pour l'upcycling, la seconde main, en général. Une considération de base, hein, mais qui est très globale sur la seconde main, comme on a une question de budget aussi global d'habillement, les modèles vertueux, c'est des modèles où on peut combiner de la seconde main qui va être un peu plus réduit et du coup avoir les moyens d'acheter des produits de qualité à côté, donc c'est plutôt une considération individuelle. Et j'ai vu que Missel, je suis pas sûre, j'ai pas été creusée, mais j'ai parlé de détricotage de pulls en fin de vie, donc je sais pas, j'ai pas été les interroger en direct sur comment ils géraient ça, mais j'ai vu ça sur leur site. On a parlé aussi de la filature du parc qui ont été cités tout à l'heure. Ils ont mis en place une unité de défibrage de façon à faire du recyclage aussi, donc à travers différentes matières. Donc ça permet aussi de répondre à ces problématiques en local. Petit moment, en fait, ces problématiques-là, c'est vrai que derrière, on parle de seconde main, on imagine en fait un prix abordable, mais refaire une fibre ou détricoter, ça a un certain coût. Donc c'est vrai que derrière, si tu veux, ce qui va être intéressant, c'est toute la logique et l'engagement personnel qu'on a sur une circularité d'une vie de produit, qu'on veut voir réutiliser derrière, mais le prix d'achat du coup de cette pièce peut être un peu moins, mais presque équivalente à une pièce fabriquée à partir de laine sortie de place de la pièce. Oui, tout à fait, avec en plus au passage quand même une dégradation des qualités de la fibre, parce qu'elle va être un peu raccourcie quand on va retriturer la laine, et donc derrière aussi moins de résistance. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi le risque derrière d'avoir des produits qui seront un peu moins durables. Donc il faut trouver effectivement les nouveaux usages ou les réutilisations qui soient intelligentes, et peut-être que c'est pas forcément sur le secteur de la mode qu'on va pouvoir réutiliser les laines qui vont être issues d'un détricotage. Je profite de glisser un petit mot. Je vois ma binôme, Ariel Lévy, dans la salle qui me faisait signe sur le festival de réparation qu'on organise effectivement en fin de semaine. C'est typiquement, là on a des artisans et des savoir-faire qui vont être présentés sur tout cet aspect-là, qui est en fait des choses qu'on peut aussi, avec une certaine formation, arriver à faire, mais qui est accessible à toutes et tous. Et du coup, je vous invite à venir à l'Académie du Climat parce que ça va être. C'est ouvert, c'est des démonstrations, c'est des ateliers, c'est gratuit, ouvert à tous. Et vraiment, là, vous allez plonger dans la réparation sur le grand éventail de ce que ça propose actuellement.